Bonjour, aujourd'hui, dans ce vidéo-là, on va parler de second principe. Voici l'énoncé donné par Sadi Carnot en 1824. Donc, Sadi Carnot a dit que toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie. L'entropie, c'est S. Avec l'augmentation de l'entropie globale, inclut l'entropie du système et du milieu extérieur, parce que l'entropie globale, c'est la sommation des deux entropies, c'est du système plus du milieu extérieur. On dit encore qu'il y a création de l'entropie. Le second principe est un principe d'évolution. Ça veut dire que c'est un système isolé hors d'équilibre évolue spontanément jusqu'à ce qu'il atteigne son état d'entropie maximale, compatible avec les contraintes extérieures imposées. Par exemple, si on unit deux corps A et B, l'énergie devient, c'est la sommation OA plus EB, ça veut dire énergie du système A plus énergie du système B. Le second principe nous dit que l'entropie des deux systèmes, ça veut dire D de S A plus B est égal à D de S A plus D de S B, ça veut dire la sommation de l'entropie des deux systèmes, doit être positif ou est égal à 0. Le second principe permet de calculer la quantité de travail susceptible d'être recueillie dans une transformation déterminée et d'en déduire le rendement par rapport à une transformation idéale choisie comme référence. Le second principe introduit une distinction fondamentale entre les transformations réversibles et les transformations irréversibles. Le second principe nous permet aussi de prévoir le sens de la transformation irréversible. Le second principe nous permet aussi d'établir un critère physique pour distinguer le futur du passé. Cette distinction nécessite la connaissance du système et du milieu extérieur en liaison avec le système. Voici l'expression générale de second principe. On peut donner au second principe une expression très synthétique qui englobe toutes les énoncés classiques. Dans ce sens, on introduit une nouvelle fonction d'état appelée entropie ou bien évolution S, qui possède les propriétés suivantes. Dans une transformation élémentaire quelconque, la variation de l'entropie de S s'exprime comme une sommation de deux termes. D de S est égal à D de SE, D de SI, tel que D de SE représente la variation de l'entropie résultant d'apports extérieurs et D de IS représente l'entropie produite à l'intérieur du système du fait des phénomènes irréversibles qui s'y déroulent. Pour le cas réversible, on n'a que le premier terme. Et pour le cas irréversible, on a la sommation des deux, tel que D de SI, peut être égal à 0. Et D de SE est égal à T de Q sur la température. La chaleur est changée sur la température. Bien sûr, c'est une énergie, donc son unité soit le joule par degré, ou bien le joule par Kelvin, ou bien kilojoule par Kelvin, et kilocalorie par Kelvin, ou bien calorie par Kelvin. Pour le cas réversible, le terme D de S intérieur est égal à 0. Dans ce sens-là, D de S est égal à D de Q sur la température. Donc, si on arrive à mesurer ou bien calculer la chaleur, on peut déterminer D de S. Pour une transformation réversible élémentaire entre deux états 1 et 2, la variation d'entropie se calcule par l'intégrale de ce terme-là. Ça veut dire que c'est la chaleur échangée sur la température. L'élément de la chaleur peut s'exprimer en fonction des variables TV ou bien en fonction des variables TP. Donc ça dépend de la définition ou bien l'expression de la chaleur utilisée ici. Comme on a déjà vu pour le cas d'un système compressible, on peut définir la chaleur par cette formule-là ou bien par cette formule-là. Et en faisant l'intégrale, on peut exprimer la variation d'entropie soit en fonction de T, soit en fonction de V. La fonction S, entropie, est une fonction d'état. Ça veut dire que sa différentielle est une différentielle totale exacte. La fonction S, entropie, est une fonction additive, variable, extensive. Donc si on veut exprimer S en fonction de T de V, on doit remplacer l'expression de la chaleur par cette expression-là. Prenons le cas le plus simple pour un gaz parfait tel que L est égal à P. Bien sûr, PV est égal à MRT ou bien est égal à NRT, c'est la même chose.
En remplaçant d de Q dans cette formule-là, nous divisons par la température, et en faisant un intégral simple, on peut exprimer l'entropie en fonction de la température et du volume. La même chose, si on veut exprimer l'entropie en fonction de la température et pression, on doit utiliser l'autre expression de la chaleur qui dépend de T et de P. Et prenons le cas le plus simple, pour le cas d'un gaz parfait avec H est égal à moins V. En faisant un simple intégral, on peut exprimer l'entropie en fonction de la température et le volume. Passons maintenant aux machines thermiques. Parmi les machines thermiques, on a les moteurs, comme les moteurs de voiture, les pompes à chaleur, et les réfrigérateurs comme les frigos ou bien les climatiseurs. Grâce au premier et second principe, on peut calculer les échanges de chaleur et de travaux mis en jeu. On peut aussi calculer le rendement maximal en fonction des températures des sources froides et des sources chaudes. Donc, toutes les machines thermiques, soit moteurs, soit pompes à chaleur, soit réfrigérateurs, on parle de moteurs machines thermiques d'étherme, réversibles, fonctionnent entre deux températures données, T1 et T2, ou bien entre deux sources de chaleur, source froide et source chaude. Donc, ces machines-là peuvent être mises au point, sauf s'ils sont en contact entre deux sources de chaleur, une source chaude et une source froide. Ici, un exemple d'une pompe à chaleur. Elle reçoit du travail et elle cède de la chaleur. L'objectif, c'est augmenter la température de la source chaude. Pour le cas d'une machine frigorifique, c'est le contraire. On reçoit du travail, mais le fonctionnement d'une machine frigorifique, c'est de diminuer la température de la source froide. Ici, pour le cas d'un moteur, c'est le contraire. On reçoit du travail, on reçoit de la chaleur pour donner du travail, comme le moteur d'une voiture. Et pour décrire les machines thermiques, on a besoin de savoir c'est quoi un cycle de Carnot, ou bien un cycle des thermiques. Le cycle de Carnot est un cycle idéal où toutes les transformations sont réversibles. Donc c'est le cas idéal. On prend toujours le cas idéal pour simplifier un petit peu les calculs pour un modèle simple. Donc le cycle de Carnot, c'est un cycle d'étherme, c'est-à-dire que le système qui le décrit se trouve au cours du cycle successivement en contact thermique avec deux sources de chaleur, source froide et source chaude, ici pour le cas d'un moteur. Ainsi, le système au cours du cycle de Carnot échange la quantité de chaleur Q1 avec la source chaude à la température T1 et la quantité de chaleur Q2 avec la source froide à une température T2, tel que T2 inférieur à T1, c'est la source chaude et la source froide. Le cycle de Carnot est formé donc par deux adiabatiques et deux isothermes. Donc ici, le diagramme PV pour le cycle de Carnot. Donc il y a deux transformations adiabatiques et deux autres isothermes, tels que le cycle est fermé. Ici, pour le cas d'un moteur, le moteur réversible qui suit le cycle de Carnot est représenté par le diagramme de Clapeyron. Prenons le cas d'un moteur de Carnot. Un moteur de Carnot, donc c'est un moteur réversible qui suit le cycle de Carnot est représenté dans le diagramme de Clapeyron suivant. Donc on a deux adiabatiques et deux isothermes. Donc le moteur a besoin de la chaleur pour créer du travail. On définit le rendement d'un moteur qui suit un cycle thermodynamique par l'effet étude sur la consommation. Donc pour le cas d'un moteur, l'effet étude c'est quoi? Donc c'est le travail, donc on a besoin d'un travail. Et on consomme quoi? On consomme de la chaleur. Donc l'effet étude c'est le travail du cycle, bien sûr du cycle de Carnot. Ce qu'on consomme, donc c'est la chaleur aussi via la source chaude. En faisant un petit calcul, on utilise le premier principe, le second principe et le principe de conservation, ça veut dire delta de U
du cycle est égal à 0, delta de S du cycle est égal à 0, on peut calculer le rendement en fonction de la température de la source chaude et de la température de la source froide. Donc, toutes les machines thermiques, des thermiques réversibles fonctionnent entre deux températures. C'est pour cela qu'on a besoin toujours de deux sources de température, une chaude et une autre froide. Pour une machine frigorifique, c'est un peu le contraire pour le cas d'un moteur. Ici, on a besoin d'un travail pour extraire de la chaleur de la source froide vers la source chaude, par exemple dans un frigo ou bien dans un climatiseur. On d'extraire de la chaleur de la source froide et la céder vers la source chaude. Donc, le but d'une machine frigorifique est d'extraire de la chaleur Q2 à une source de température T2 inférieure à celle des sources gratuites disponibles T1. Ça veut dire T2 c'est à l'intérieur d'un frigo et T1 c'est à l'extérieur. Donc ici le schéma de fonctionnement d'une machine frigorifique. Cette machine enlève donc la quantité de chaleur Q2 à la source froide à une température T2 qui est inférieure à T1 et restitue de la quantité de chaleur Q1 à la source chaude T1 tout en consommant le travail. Donc le fonctionnement de cette machine frigorifique a besoin d'un travail. Pour le cas d'un frigo, il consomme de l'électricité. C'est un travail électrique. Le rendement, bien sûr, toujours en se basant sur la définition du rendement, c'est l'effet étu sur la consommation. Donc l'effet étu ici pour une machine frigorifique, c'est quoi? C'est la chaleur qu'on a besoin d'extraire de la source froide. Et la consommation, c'est le travail électrique. Avec un petit calcul, on peut calculer le rendement via le COP. Donc c'est la température de la source froide sur T1, la température de la source chaude, moins la température de la source froide. Ici, le pompe à chaleur, c'est presque le même fonctionnement de la machine frigorifique, mais ici, on utilise la quantité de chaleur Q1 restituée à la source chaude pour le chauffage, pas pour diminuer la température, mais extraire de la chaleur. Donc la pompe à chaleur fonctionne suivant le schéma de la machine frigorifique, mais elle utilise la quantité de chaleur Q1 restituée à la source chaude pour le chauffage. La source froide sera par exemple l'eau d'une rivière ou encore l'atmosphère ambiante. Source gratuite. Donc on a besoin de consommer du travail pour donner la chaleur à la source chaude. Et toujours, on peut présenter le fonctionnement d'une pompe à chaleur par le diagramme de Clapeyron. On a toujours deux adiabatiques et deux isothermes. Et le rendement, c'est toujours l'effet étude. L'effet étude, c'est quoi? Donc, c'est la chaleur Q1 qu'on a besoin. Et on a consommé quoi? On a consommé du travail. Donc, c'est W. Donc, par conséquent, le rendement, on peut l'exprimer en fonction de température de la source chaude et température de la source froide. Le coefficient de performance dans le cas général est toujours inférieur ou égal à cette dernière valeur. Donc on va terminer ici par le diagramme TS qu'on a déjà vu. On peut présenter certaines transformations de le diagramme Clapeyron-PV, mais on peut présenter certaines transformations dans le diagramme TS. Ça veut dire la température en fonction de l'entropie. Dans certaines conditions, il est plus utile d'utiliser le diagramme TS que TV pour le tracé de transformation. Dans le cas du cycle de Carnot, on voit que c'est plus facile à tracer le cycle TS que dans le cas du diagramme de Clapeyron. Donc ici un exemple de diagramme de Carnot, on a deux adiabatiques. Ça veut dire qu'il se fait AS constant et deux isothermes qui se fait AT constant. Et je vous remercie, je vous souhaite bon courage.